Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue dans Tribune dans le Grand Plateau. Au menu ce soir, l'Église catholique ne paie pas de rançon. C'est la réponse ferme de l'archevêque de Bamenda au ravisseur du père John Berignoy Tata. Le prêtre catholique a été enlevé par les combattants se réclamant du mouvement séparatiste en Bazonia. Il fait partie de plusieurs religieux pris en otage. 6 sur les 7 ont été relâchés. Sa liberté à lui est mise à prix pour la somme de 10 millions de francs CFA. De quoi faire réagir Monseigneur Andrew Nkea, l'archevêque de Bamenda, bien résolu à ne donner aucun franc, a plutôt haussé le ton. Dans un communiqué signé le 23 novembre dernier, le prélat a appelé à une union de prière à Saint-Michel-Archange pour soutenir une mobilisation spirituelle en faveur de la libération du prêtre. Mais l'archevêque a aussi annoncé des mesures fortes. Si le père Tata n'est pas libéré, toutes les paroisses, écoles et institutions catholiques de Ndop devront fermer et le Saint-Sacrement sera retiré des églises. Si la détention se poursuit au-delà du 28 novembre, l'archevêque, les prêtres religieux et fidèles de l'archidiocèse se rendront à Baba 1 pour marcher jusqu'au lieu où le prêtre est retenu. Quelle solution envisager pour une sortie de crise définitive face à cette situation ? L'analyse de nos invités est à suivre en seconde partie d'émission. Pour l'heure, place au journal. En ouverture, ce fait divers à Nkonsamba, dans le département du Mungo, où une dame échappe à la furie populaire. Dame Anastasie est accusée d'avoir transformé 2 enfants en poulets, menacés par une foule décidée d'en découdre. Elle n'aura la vie sauve que grâce à l'intervention des éléments de gendarmerie de la brigade des Kantembeng. Xavier Raoul Elan, vous nous dites que les enfants supposés transformés en poulets sont bel et bien en forme. J'ai vu donc l'enfant se transformer en poule. La grand-mère, la grand-mère a pris le cul. Elle a mis sur sa tête, elle a dit à l'enfant, s'il te plaît, aide-moi. Donne-moi le plastique. L'enfant a donc pris le plastique pour donner à la grand-mère. Il est tombé, il s'est transformé en poule. Devant moi. En théorie, et selon la nouvelle qui a déchiré le calme de la ville de Nkonsamba ce mardi 25 novembre en fin d'après-midi, Junior et Jessica seraient ces 2 poulets gardés à vue dans cette cellule de la gendarmerie des Kantembeng, dans le 2e arrondissement. Mais que non, Junior et Jessica sont bel et bien là. Dame Djuko Anastasie, accusée de sorcellerie, ne les a pas transformés en poulets, puisqu'ils sont bel et bien là et sous la forme humaine. Tout est parti d'une alerte lancée par la petite Ondelle en classe de 5e dans un lycée de la place. Croisant son ami qui cherchait son frère subitement porté disparu après que ce dernier ait apporté de l'aide à Dame Anastasia, qui elle revenait du champ avec un fagot d'un cuit sur la tête. Au courant de ça, je dis que je ne connais rien. Je suis à lui, je dis qu'attends, j'explique comment je suis allé au champ pour chercher mon fils pour aller vendre. En montant, la fille était là pour pleurer. J'ai demandé qu'elle fait quoi. Elle ne dit rien. Je suis monté pour aller là où on achète le buis, de rester avant la maman là jusqu'à ce que je voulais partir. En sautant comme ça là, j'ai vu comme les gens fous. Là, elle tire le doigt sur moi comme ça là. Je dis que qu'est-ce que je fais? On commence à me tchouquer, à me tchouquer, à me tchouquer. Je ne voulais même pas que je parle. Je suis arrivé ici avant que je sois au courant de ce qui s'est passé. C'était comme ça. Et je suis innocent. Je n'ai jamais pensé mal sur personne. On me tue pour rien. En un instant, grand-mère Anastasie a vu sa vie défiler devant elle, n'eût été l'intervention des éléments de la gendarmerie pour l'arracher des mains d'une foule en furie. La jeune Ornelle, entendue à la brigade, a tout de même présenté ses excuses pour cette fausse nouvelle ventilée et grand-mère, dont la colère n'a point enlevé son amour maternel, a tout de même décidé de pardonner. Une affaire de personnes transformées en poulet, un véritable fake qui a gagné la toile. Toutefois, la procédure ouverte est en cours, les enquêtes supplémentaires aussi, sans doute. Également dans l'actualité, l'audience spéciale du tribunal militaire de Yaoundé consacrée à l'affaire Martinez-Zogo a pris une nouvelle tournure
après la déposition d'Alain Ekassi, entendu le 24 novembre. Ancien agent de renseignement et proche du journaliste assassiné, le témoin a livré une série de déclarations mettant en cause plusieurs personnalités, dont Martin Savom. Ces propos fondés, selon lui, sur des informations recueillies avant et après les faits, ont ouvert de nouvelles pistes d'interrogation que la justice devra désormais examiner. Au sortir de l'audience, Sébastien Oyébé a pu recueillir quelques réactions d'avocats que je vous propose d'écouter dans cet élément. L'audience spéciale sur l'affaire Martinez-Zogo a basculé après la longue déposition d'Alain Ekassi, ancien agent de renseignement. Durant plus de 7 heures, il a livré un témoignage dense et accusatoire. Mais ce sont surtout les réactions des avocats à la sortie de l'audience qui ont marqué la journée et donné la mesure de l'impact de ces déclarations. Nous avons un peu bu du petit lait aujourd'hui parce qu'on a eu des révélations sur les participants à cet assassinat, Martinez-Zogo. On a eu des révélations sur le fonctionnement sécuritaire de notre pays. Des révélations d'une certaine gravité, mais ces révélations-là, en somme, elles nous permettent aujourd'hui de lever une fois de plus les doutes qu'il y avait entre les différents participants. Parce qu'il raconte avec des détails précis, en citant nommément des personnes qui auraient participé à l'assassinat de Martinez-Zogo. Et il est péremptoire quand il fait un lien entre toutes ces personnes qu'il a citées et certaines autres personnes dont il a cité le nom et qui seraient en service à la présidente de la République. Et je crois que ça nous amène à nous interroger. Les avocats de la partie civile reconnaissent que le témoignage comporte une dimension personnelle. Parce que, vous l'avez bien entendu, il disait que s'il ne faisait pas ce travail-là, ce travail d'enquête et de dénonciation qu'il a fait, lui-même, au regard de ses pratiques dans ce pays, il aurait pu être soupçonné dans l'assassinat de Martinez-Zogo. Autant de déclarations qui, selon les avocats, renforcent l'existence de vérité et soulignent la complexité du dossier. On a bien entendu qu'une certaine méthode portait la griffe de certains individus. Et une griffe d'ailleurs qu'on a reconnue et qu'on nous a dit avoir identifiée dans un événement qui s'est passé au cours de ces dernières années, qui a aussi choqué le Cameroun concernant un certain évêque. Donc tout ceci fait que finalement, on comprend qu'il y a des méthodes qui concourent à ce qui est arrivé à Martinez-Zogo, qui visiblement n'est pas le premier. Malgré les zones d'ombre, la partie civile dit se sentir encouragée par la progression de l'audience. Sauf que ce qui nous fait réfléchir, ils ont parlé tout de 2 commandos qui auraient opéré dans le cadre de cette affaire. Je crois que cette thèse-là, de plus en plus, semble se dessiner avec la déposition de M. Ekassi, qui est l'un des leurs et qui confirme qu'ils ont souvent été dans ces différents coups ensemble et qui le dit pour se soulager parce qu'il n'a jamais accepté que cela se soit passé comme ça s'est passé. Les avocats, tout comme le public, attendent la suite d'une procédure qui continue de mobiliser largement l'opinion nationale. Et à la suite de l'audition du témoin, le collectif des avocats de Maxime Eko a saisi le président du tribunal pour dénoncer la lenteur observée dans la procédure en cours. Le Conseil a proposé d'ajouter un jour supplémentaire aux audiences, estimant que cette mesure permettrait d'accélérer la manifestation de la vérité sans pour autant précipiter le procès. Selon les avocats, l'idéal serait de tenir 3 jours d'audience consécutive toutes les 3 semaines afin de garantir une meilleure continuité dans l'examen du dossier. Le commissaire du gouvernement a pour sa part souligné que la lenteur judiciaire ne dépend pas d'un seul acteur. Elle résulte de multiples comportements et attitudes au sein de la chaîne judiciaire. Il a appelé les différents intervenants à adopter une démarche plus méthodique, notamment en évitant de répéter les mêmes questions afin de permettre au tribunal d'avancer plus efficacement. Maître Ofomo Justin, l'un des avocats de Maxime Eko, s'exprime au micro de Sébastien Oyébé. Notre souci est tout simplement
d'aller vite à la manifestation de la vérité, mais sûrement, nous ne voulons pas avoir une vitesse qui dépasse les normes. Nous voulons avoir 3 jours d'audience pour des sessions de 3 semaines. C'est-à-dire qu'en 3 semaines, après 3 semaines plus tôt, on a 1, 2, 3 jours d'audience continue. À la fin d'une journée, on suspend pour reprendre le lendemain jusqu'à 3 jours. Toute chose qui participera à aider à la manifestation de la vérité et à répondre à la question qui a tué Martinez Zogo. La sécurité sera renforcée sur l'ensemble du territoire national pendant les fêtes de fin d'année. Face à la hausse inquiétante de la criminalité, le ministre de l'Administration territoriale a appelé à une vigilance accrue et à une gouvernance proactive. Ces instructions ont été données aux chefs de région à l'occasion de l'ouverture ce mardi de la 2e conférence semestrielle des gouverneurs de région. Les travaux, placés sous le thème Autorité administrative et maintien de l'ordre en période post-électorale. Fon René Marquez. Chairing the Conference of Governors in Yaoundé this Tuesday, the Minister of Territorial Administration, Paul Atanga-Nji, urged regional governors to be vigilant and proactive. Je vous demande de rester vigilants et proactifs. Vous devez prendre toutes les mesures de sécurité requises en mettant un accent particulier sur la sécurisation des électeurs, du personnel et du matériel d'Elections Cameroun. Au demeurant, la 2e conférence semestrielle des gouverneurs de région se déroule à la veille des fêtes de fin d'année, période de grande effervescence qui recommande un dispositif sécuritaire particulier. Minister Atanga-Nji highlighted that during this 2-day meeting, emphasis will be laid on exceptional projects in the different regions and on strategies to combat rising crime rates during this festive period. Ainsi, je vous invite, Monsieur le Gouverneur, à suivre avec grand intérêt la présentation conjointe du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie nationale et du délégué général à la sécurité nationale, représenté par son secrétaire général, qui nous feront le point des dispositifs pris ou envisagés dans cette perspective. Les rapports présentés par le CED et le DGSN seront très utiles pour la suite de nos travaux. The minister's message underscored the government's focus on heightened security and effective implementation of regional development projects as the holiday season approaches. Dans la suite du journal, unis pour mettre fin à la violence numérique à l'égard de toutes les femmes et filles. C'est le thème de la 19e édition des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. À l'occasion, une jeune slameuse victime de cyberharcèlement partage son expérience pour sensibiliser sur les dérives en ligne. 2 présidents d'associations de lutte contre les violences basées sur le genre, présents à ses côtés, alertent sur la gravité des cas rencontrés et appellent les jeunes filles à dénoncer leurs agresseurs. Pour eux, l'autonomisation des femmes, l'éducation et la prévention demeurent indispensables pour réduire toute forme de violence. Sébastien Oyébé. Des images choquantes. Friti, artiste slameuse de 32 ans, originaire de la région de l'extrême nord, explique avoir été prise pour cible sur les réseaux sociaux après la publication d'une photo d'elle tenant son enfant. J'avais accouché en fait, et puis j'ai posté que moi voici maman. Après il y a des gens qui sont venus dire est-ce qu'un garçon accouche, est-ce qu'une fille garçon accouche. Vous voyez, ça frustre un peu parce qu'on se dit que bon, on ne peut pas trahir notre physique, c'est comme ça qu'on est né. Et voilà, est-ce une erreur? Et beaucoup de gens aussi demandaient quel est l'homme qui a pu te donner l'enfant, qui te fait l'enfant, il faut qu'on lui donne la bière, vraiment, toi une fille comme ça. Et bon, ils ne me connaissent pas, ils ne connaissent pas d'où je viens, ils m'ont seulement connu sur les réseaux. Et je ne connaissais même pas la plupart des gens qui écrivaient ce genre de messages. Aujourd'hui, elle invite les adolescentes et jeunes femmes à se protéger en ligne, à ne pas se laisser atteindre par les attaques et à utiliser les réseaux sociaux pour diffuser du contenu positif. Un travail que mènent également les associations de lutte contre les violences basées sur le genre. 2 responsables associatifs présents au lancement de la campagne ont rappelé l'importance d'accompagner les victimes. Il arrive à un niveau que la femme est autonomisée
et pourrait éviter pas mal de violences. Et puis, nous sensibilisons aussi dans les lycées, les jeunes filles, les viols sur les jeunes filles. Il faut que les jeunes filles commencent à dénoncer leurs violeurs. Les associations citent plusieurs cas traités cette année, parmi lesquels des situations de violence graves ayant touché des adolescentes. Le cas de ça où une jeune fille a été brûlée par essence. Nous avons eu également le cas d'Obala où une jeune fille a été brûlée à l'huile chaude. Mais nous sommes descendus sur le terrain, l'accompagner, celle d'Obala. Malheureusement, celle de ça est décédée. On avait une joueuse de football qui rentrait de séance d'entraînement. Elle a été violée par 3 garçons à 17 ans. Elle ne savait même pas ce que c'est. Elle ne connaissait même pas les règles. Elle est venue ici, elle a seulement dit, et elle vivait avec quelqu'un qui n'était pas ses parents. La 19e édition des 16 jours d'activisme rappelle l'urgence de lutter contre toute forme de violence, y compris celle qui se déroule derrière un écran. Qu'il s'agisse du témoignage courageux d'une slameuse, de l'engagement des associations ou du rôle croissant du sport comme espace de prévention, un message revient: parler, signaler et agir. Et vous l'avez compris, ce 25 novembre marque la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. À Ngaoundéré 3, le docteur Aïssatou Souaïbou porte ce combat à travers un film documentaire, tandis que le professeur Ourenatou l'impulse via des actions communautaires. Depuis plus de 3 ans, ces 2 universitaires mènent une lutte soutenue contre ce fléau. Reportage à Ngaoundéré de notre correspondant Amadou Bello. Elle refuse de se taire face à l'inacceptable. À Ngaoundéré 3e, 2 femmes universitaires ont choisi des voies différentes, mais porté le même cri. Stop aux violences faites aux femmes et aux filles. Depuis plus de 3 ans, le professeur Ourenatou, 2e adjoint au maire, avec des femmes et des jeunes filles, elles animent des séances de causerie, invitant les victimes à rompre le silence. Une activité capitale parce que ça a trait à la santé de la population. Que vaut une commune sans la santé de sa population? De sensibiliser, d'adopter un dialogue interactif avec des femmes, avec des jeunes filles. À travers des formations et l'accompagnement à des activités génératrices de revenus, elle offre une seconde chance à celles qui ont subi les VBJ. C'est parfois des violences qui font des années parce qu'elles ont peur de parler, elles ont honte de signaler qu'elles subissent des violences. Face à elle, une autre voix, celle du docteur Aïssatou Souaïbou. Elle a choisi le cinéma. En 2024, elle réalise Misérima, Je te répudie, en Fulfulde, un documentaire qui révèle les violences vécues en silence par les femmes dans les Sahara. Un documentaire de dénonciation, puisque les responsabilités sont partagées. Qu'est-ce qu'il faut donc ensemble faire pour promouvoir les droits des femmes? Son combat va au-delà de la dénonciation. Elle plaide pour que les femmes connaissent leurs droits et puissent s'appuyer sur les textes juridiques pour se protéger. Les instruments juridiques de promotion et de protection des droits, au niveau communautaire, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que la religion prévoit? Selon l'ONU, toutes les 5 minutes, une femme est tuée dans le monde. En Ngaoundéré, ces 2 femmes sont déterminées à ne plus laisser ces chiffres progresser. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. Crise socio-politique dans le nord-ouest et le sud-ouest. Cette partie du pays connaît une résurgence des violences depuis ces 2 derniers mois. Les plus frappantes en mémoire restent l'assassinat d'un député RDPC dans le Dongamantung et ces jours-ci, l'enlèvement des prêtres catholiques par des bandes armées qui opèrent dans le Ngoketunja et presque dans toute la région. Ces exactions interviennent juste après l'annonce du président Paul Biya demandant aux chefs traditionnels et élites de ces 2 régions de tout faire pour sensibiliser les jeunes à déposer les armes. L'archevêque de Bamenda, Monseigneur Andrunkea, menace de fermer toutes les paroisses et faire une marche pacifique si le dernier prêtre captif n'est pas libéré. Le régime de Yaoundé semble-t-il dépassé par l'enlisement de ce conflit armé. Et que faire pour un retour définitif à la paix? La lecture de Jean-Paul Chuniat.
L'assassinat du député RDPC du Nonga-Mantou, Abbé Michael, et l'enlèvement des prélats catholiques dans le Ngok et Tunja remettent au goût du jour le regain de violence dans la région en crise du Nord-Ouest depuis la fin de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Et si d'autres cas similaires sont souvent passés inaperçus, celui des 2 prêtres kidnappés a fait réagir le clergé catholique, avec en premier à monter au créneau l'archevêque de Bamenda. Ce qui fait sortir de ses gonds Monseigneur Andrew Nkea, c'est la détention de 4 autres qui étaient allés négocier la libération de leurs collègues, soit 6 au total, séquestrés par des bandes armées Amba Boys, très actifs dans le Ngok et Tunja. Non seulement l'homme de Dieu a demandé aux fidèles de prier le saint patron des armées, Michel Archange, un acte d'intercession nul doute qui a conduit à la libération de 5 d'entre eux, tout en retenant en captivité le père John Berignui Tata. Le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun a même donné jusqu'au 26 novembre pour libérer le prêtre captif. La crise qui secoue le nord-ouest et le sud-ouest depuis 8 ans. Comment en sortir reste la principale préoccupation des habitants de ces 2 régions. Et au-delà, d'autres régions du pays comme l'ouest, le littoral, le centre, le sud Cameroun, fortement affectés par le flot de déplacés internes. Dans son discours d'investiture le 6 novembre dernier à l'Assemblée nationale, le président Paul Biya demandait aux chefs traditionnels et élites anglophones de tout mettre en œuvre pour convaincre les séparatistes et autres bandes armées de sortir de la brousse et déposer les armes. Pourtant, à l'initiative de feu Christian Cardinal Toumi, la All Anglophone Conference envisageait une concertation entre les fils et filles de ces 2 régions pour des solutions durables à cette crise sociopolitique. Le pouvoir de Yaoundé avait fait la sourde oreille, préférant tenir un grand dialogue national avec des recommandations à implémenter qui n'ont toujours pas ramené la paix dans cette partie du pays. Le gouvernement, en dépit de toutes les mesures prises, adoption d'un statut spécial, dotation d'un plan présidentiel de reconstruction en centaines de milliards de francs CFA, la restauration de la House of Chiefs, la nomination des Public Independent Conciliators, n'ont rien changé, même si les autorités clament que la situation est sous contrôle. Le retour de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest dépend-il désormais uniquement des chefs traditionnels, élites originaires de cette partie du pays, en instabilité depuis 2017? Merci Jean-Paul Choudiat. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Bienvenue dans la 2e partie du Grand Plateau. Nous sommes en direct sur Balafon Télévision, sur Radio Balafon, sur Balafon Télévision officielle, la page Facebook. Vous pouvez nous suivre à travers le 922, le 515 du bouquet Canal+, et le 747 du bouquet StarTime. Roland Tapi, éditorialiste chez Balafon Média, est avec nous ce soir. Bonsoir Roland. Patrick Assanga, homme politique, membre du Social Democratic Front, est avec nous en direct par Zoom. Il est actuellement en Allemagne, c'est ça, Patrick Assanga. Bonsoir, merci d'avoir accepté de participer aux échanges de ce soir. Merci Claude, merci à votre chaîne de télévision et je dis aussi merci à votre promoteur. Merci à mon ami et cher grand frère Roland Tapi. Vous battez un travail énorme pour édifier les Camerounais et pour qu'on arrive à trouver des solutions aux multiples problèmes dont les Camerounais, que ce soit de la diaspora ou bien à l'intérieur sur le sol camerounais, sont confrontés. Et le plaisir est partagé davantage. Moi, l'honneur que vous m'avez accordé, j'étais dans votre studio. Maintenant, je suis rentré ici en Allemagne pour collecter les dettes coloniales. Dès que j'aurai fini de collecter les dettes coloniales, je veux rentrer et puis on va essayer de voir comment on va cheminer ensemble. Je vous dis merci beaucoup. Merci Patrick Assanga. Le père Ludovic Lado est également avec nous ce soir. Le père Ludovic Lado qu'on a par Zoom, puisqu'il est aux États-Unis. Père Ludovic Lado, prêtre jésuite, activiste politique. Bonsoir, merci également d'avoir accepté de participer aux échanges de ce soir. Bonsoir Claude, bonsoir à Monsieur Padi, bonsoir à tous les co-panélistes. C'est toujours un plaisir d'être sur Balafon TV. Et bonsoir à tous les téléspectateurs. Je vais commencer par vous, Patrick Assanga. Des prêtres ont été kidnappés, c'est d'ailleurs le sujet de ce soir. D'autres, allant négocier, ont été
pris en otage, puis relâché. Mais un seul prêtre est encore détenu par les séparatistes opérant dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Et d'ailleurs, on demande des millions de francs CFA pour sa libération. Est-ce qu'on a affaire à un nouveau groupe séparatiste au regard de ce nouveau mode opératoire, puisque ce sont des religieux qui sont ciblés cette fois? Non. Vous n'avez pas affaire avec un nouveau groupe séparatiste. Vous savez que le feu cardinal Toumi, qui est mon mentor politique, avec qui on a travaillé pour la crise anglophone, dans le cadre de l'Anglophone General Conference, a été aussi enlevé. Il y a beaucoup de non-dits sous son dossier. On a cru que c'était la fin. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent derrière et je vais vous envoyer, ou bien je pense que je vous ai envoyé les éléments d'où viennent toutes ces choses-là. Et vous allez comprendre que ce n'est pas seulement les kidnappings, mais ceux-là qui est les commanditaires, c'est une femme, c'est que les femmes soient impliquées dans ça, qui est en Chicago. C'est elle qui est derrière tous ces groupes qui kidnappent. Elle avait dit que pour toucher l'Église, il faut kidnapper les prêtres. Et l'Église catholique a un aura qui va faire à ce qu'on comprenne qu'il y a un problème dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, ce n'est pas un nouveau groupe, mais dans les groupes et dans les discussions, ils disent que les élections présidentielles sont venues arracher la vedette. On ne parle plus de problèmes anglophones, on ne parle plus des groupes séparatistes. Donc, il fallait mener une action qui va faire parler d'eux et que les médias internationaux et que les caméras et les journaux vont se pencher sur eux. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils vous disent ça parfois ouvertement, parfois ils organisent en sourdine. Et vous savez que la population, maintenant, ils n'ont plus rien à donner. Et là où il faut trouver l'argent, il faut aller maintenant vers l'Église en comptant que le pape ou bien l'Église catholique va trouver l'argent à l'extérieur pour envoyer pour ses libérations. J'ai lu le communiqué de Monseigneur Nkeya, le Archbishop Ecclesiastic Diocese de Keya, avec qui on a aussi travaillé, on continue à travailler parce que nous pensons que l'anglophone General Conference, et il a dit catégoriquement que l'Église catholique ne va pas payer les rançons et je pense que c'est une bonne posture. Justement, avant Patrick Assanga, avant d'y arriver, vous avez dit tout à l'heure que l'idée derrière est de s'attaquer directement à l'Église catholique pour passer un message fort. C'est quoi le projet quand on examine un peu ce qui se passe? C'est effectivement de passer ce message-là au monde, peut-être au gouvernement, ou simplement de s'attaquer à l'Église catholique qui aurait fait quelque chose? Non, pour dire qu'on existe, parce que la lumière, personne ne parle plus de la crise anglophone. Les gens sont passés maintenant sur les élections. C'est un groupe qui ne soutient pas forcément Malam Bakari, bon, Issa Chourouma Bakari, si vous voulez. Et eux, pour qu'il existe, ils mènent les actions. Donc, et derrière cette action aussi, ils savent, ils disent que l'Église catholique, c'est pour ça qu'ils libéraient les autres, mais ils ont gardé certains pour faire la pression et pour monnayer, puisqu'il faut qu'ils vivent. Donc, c'est une façon, c'est une méthodologie bien pensée de mes amis, mes frères anglophones qui se disent séparatistes, ou Abouga Nam qui viennent de Com. C'est eux, avec le band de Ayabacho, qui animent ces groupes-là. C'est les modus operandi. Et quand ils savent qu'aujourd'hui, maintenant, ils ne peuvent plus avoir de l'argent sur les citoyens normaux, il faut faire d'un pied deux coups. Non seulement faire parler d'eux, mais faire aussi de l'argent. C'est un peu comme ça qu'il fonctionne. Merci. C'est noté, Patrick Assanga. Peut-être avant de prendre le père Ludovic Lado, Roland Tsapi, selon Patrick Assanga et selon les informations qu'il a à sa disposition, l'idée est de faire pression sur l'Église catholique. L'idée est de
faire passer un message à travers l'enlèvement de ces prêtres. En quelque sorte, se servir de l'Église catholique pour se faire entendre. Mais nous sommes journalistes, on se base aussi sur les faits. Est-ce que tout au long de la période électorale qui est à présent derrière nous, l'Église catholique, notamment dans cette partie du pays, a eu plus ou moins des positions tranchées, que ce soit sur la crise anglophone ou après même le scrutin sur la gestion du problème dans le nord-ouest et le sud-ouest? Oui. Si on comprend bien ce que Padi essaie d'expliquer, c'est que aujourd'hui, l'Église catholique est utilisée comme un tremplin, comme un moyen de se faire voir davantage. Et si c'est le cas, c'est qu'ils ne font pas au hasard, parce qu'ils savent quand même que l'Église catholique a une certaine importance dans tous les États, a une voix qui porte. Ils se disent sûrement que si l'Église catholique se réveille effectivement et pose la question qu'est-ce qui ne va pas, peut-être ça permettrait que le gouvernement se penche davantage avec un peu plus de sérieux sur le problème anglophone. Parce que, se disent-ils, en touchant les prêtres sur le plan local, ils savent très bien qu'ils sont en train de toucher le Vatican, qui est tout un autre État, qui a des moyens de pression un peu plus forts sur les États partout dans le monde. Et d'ailleurs, le pape est annoncé au Cameroun. Et surtout, effectivement, c'est-à-dire que ça, c'est une occasion. Ils veulent rappeler au pape qui est annoncé au Cameroun, justement, que là où vous êtes en train d'aller, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être pour que soit il se rétracte ou bien qu'il pose un certain nombre de conditions pour venir au Cameroun. N'oubliez pas que sa présence au Cameroun, ce n'est pas seulement pour regarder l'Église catholique, c'est surtout, et ça a toujours été une occasion pour le pouvoir en place de se refaire une santé politique et de montrer que sur le plan international, sur le plan de la diplomatie, tout fonctionne très bien de telle sorte que le pape, le patron de l'Église catholique, est dans le pays pour, je veux dire, donner sa caution à un certain nombre de choses qui se font dans le pays. Donc, si aujourd'hui, l'Église est autant attaquée, je crois que d'abord, même avant que cela n'atteigne leurs propres objectifs, il y a lieu de s'inquiéter au niveau local. Parce que jusqu'ici, pour revenir à la première question, l'Église catholique a quand même toujours eu une position médiane, pacifique par rapport à tout ce qui se passe. Et l'Église catholique a même parfois servi de bouclier entre ces gens qui attaquent là et les populations qu'ils protègent. Vous savez très bien que historiquement ou bien socialement, l'Église, c'est quand même le dernier endroit où on se réfugie quand on n'a plus où aller. Oui. C'est le seul endroit où, quand on est attaqué de toutes parts, on part se réfugier, pas seulement spirituellement, mais davantage physiquement, quand il n'y a plus où aller. Et maintenant, attaquer l'Église, c'est un peu pour soit dire à l'Église de ne plus jouer ce rôle de protecteur social qu'ils ont toujours eu, parce que sinon ils seront attaqués, soit effectivement passer par eux pour se faire entendre davantage. Mais est-ce que l'Église a le droit de céder à cela? Je crois que la position de l'archevêque métropolitain de Bamenda, qui dit que l'Église ne devrait rien payer, est une position assez forte et assez régulière qui veut le faire comprendre que si vous avez l'intention de passer par nous pour atteindre un certain objectif, il faut peut-être que vous revoyiez votre copie, parce que je ne suis pas sûr que ce sera la chose à faire. Justement, il y a eu cette réaction de Monseigneur Andrew Kea, Père Ludovic Lado, Monseigneur Andrew Kea qui a refusé de payer la rançon, qui ne veut pas céder on va dire quoi, à la pression des séparatistes. Vous comprenez cette démarche? Surtout que la vie d'un prêtre est en jeu. Oui, bien évidemment. D'abord, je salue M. Tsapi, que je n'avais pas aperçu au début de cette émission. Bonsoir, Père Lado. Et que je connais bien, puisqu'on s'est retrouvé plus d'une fois sur ce plateau. Alors, maintenant, la question de la vie. Bien sûr, il y a une vie, c'est la vie d'un prêtre qui est en jeu ici. Et j'ai compris que l'approche de Monseigneur Kea est une approche communautaire, c'est-à-dire il est dans une posture de
la région où les habitants de Ndop, les chrétiens de Ndop, savent exactement qui est à la manœuvre et peuvent donc s'impliquer pour que le prêtre soit libéré. Et par conséquent, s'ils ne font rien, ils sont dans une certaine mesure complices. Et par conséquent, je vais enlever tous mes prêtres, fermer toutes les paroisses, fermer toutes les écoles, et puis on ira là où on n'embête pas les prêtres. Donc, je crois un peu que c'est la logique de sa lettre. Oui. Mais bien évidemment, je connais. La question de fond est celle de savoir est-ce qu'il sait exactement. Probablement, il sait exactement à qui il a affaire, puisque quand même, on a affaire à des prises d'otages. Si on doit comparer ça au Nigeria, ils tuent les prêtres en otage sans ménagement. Et donc, il y a une semaine, il y a un prêtre qu'on a enlevé, ils l'ont tué parce que probablement la rançon n'a pas été payée à temps. Mais je voudrais qu'on situe quand même ce problème dans un contexte un peu plus large. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on enlève les prêtres dans le Bouzo. Oui. Et qu'on en tue même. Parce qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà morts. Il y en a qu'on a enlevés, qu'on a libérés. On n'a jamais su si on a payé une rançon ou pas. Eh bien, dans la situation actuelle, je me demande pourquoi est-ce qu'il y a ce regain d'intérêt pour les prises de prêtres immédiatement après la cérémonie de la dédicace de la cathédrale de Bamenda, parce que c'était pratiquement quelques jours après. Et tout le monde on a tous une idée de ce qui s'est passé dans cette cathédrale, surtout en ce qui concerne les sentiments des chrétiens par rapport au régime actuel. Et certains, dans une certaine mesure, puisque j'ai lu la réaction aussi bien des leaders ambazoniens que des supposés kidnappeurs de ce prêtre. Et même si les deux communiqués n'ont pas la même source, ces deux communiqués expriment un sentiment peut-être erroné, selon lequel on a le sentiment que l'archevêque de Bamenda est beaucoup trop proche des gouvernements. Et c'est ce que j'ai glané dans ces deux communautés. Que ce soit le communiqué des assaillants, des kidnappeurs, ou le communiqué des ambazoniens qui disaient n'avoir rien à faire avec l'enlèvement des prêtres, eh bien, tous les deux estiment que Monseigneur Nkeya a, n'est-ce pas, péché par, n'est-ce pas, compassion sélective. Parce que ce qu'il semble dire, c'est que le kidnapping, que ce soit des chrétiens ou des gens ordinaires, le kidnapping dans cette région n'est pas nouveau. Oui. C'est presque chaque semaine qu'il y a des kidnappings et qu'on demande des rançons. Ils n'ont jamais senti vraiment l'Église s'émouvoir par rapport à cela, à travers des communiqués, ou bien envisager de faire des marches pour aller, n'est-ce pas, déloger le prêtre enlevé, et que, eh bien, on a l'impression que l'archevêque de Bamenda, qui est en même temps le président de la conférence épiscopale nationale, ne semble s'émouvoir que quand il s'agit d'un prêtre. Et je crois que Donc au-delà, il y a quand même des éléments d'appréciation qu'il faut prendre en compte. Donc au-delà du message à faire passer à la communauté nationale et internationale, selon Patrick Assanga, il y a une punition en quelque sorte que les séparatistes voudraient infliger à l'Église catholique, notamment à l'archevêque de Bamenda, c'est ça? C'est ce que je crois comprendre dans ces deux communiqués. Encore une fois, j'ai lu et le communiqué des supposés kidnappeurs et le communiqué des leaders ambazoniens, estiment que l'archevêque aurait dû, depuis longtemps, prendre les mêmes types de positions contre tous les types de kidnapping qu'il y a eu dans la zone, les tueries, ainsi de suite, et qu'ils ont estimé, ils estiment, je parle des leaders ambazoniens, que la compassion de l'archevêque de Bamenda est trop sélective parce qu'il n'a réagi
et ne réagit que quand il s'agit des cas de kidnapping de prêtres. Et encore une fois, aucun kidnapping n'est justifié. Moi, je pense que normalement, dans une guérilla ou dans une guerre, dans une rébellion comme celle-là, on ne s'en prend pas aux civils, mais on s'en prend aux cibles militaires. Si vraiment c'est une guérilla. Et donc, par conséquent, je condamne tout kidnapping de civils. Parce que toute rébellion ne doit pas s'en prendre aux civils, parce qu'ils n'ont rien à faire. Les pauvres civils qui se battent au quotidien pour survivre, pourquoi est-ce qu'on doit... Les prêtres qui s'efforcent de servir les communautés meurtries par ces presque 10 années de crise anglophone, qu'on leur reproche. Et donc, par conséquent, aucun kidnapping de civils, encore une fois. Quand je veux dire ça, on va croire que je suis pour les kidnappings de militaires. Non. Toute rébellion fait des dégâts. Et dans toute rébellion, les rebelles visent les militaires. Et donc, par conséquent, je ne suis ni pour la crise anglophone. J'ai toujours milité pour qu'on résolve les causes, c'est-à-dire qu'on adresse les causes ou qu'on affronte les causes. Et la cause principale, beaucoup de Camerounais le disent depuis le début de cette crise, c'est l'injustice. Et tant qu'on ne sera pas pour affronter la cause principale qui est l'injustice, eh bien, il y aura des dégâts humains, des dégâts matériels. Et par conséquent, je pense que l'Église elle-même, encore une fois, doit faire un peu plus interpellant le régime en place sur la nécessité de trouver une solution définitive à cette crise qui ne passe que par un dialogue sérieux. Parce qu'on est allé fabriquer à Yaoundé par un dialogue sérieux qui met tous les vrais problèmes sur la table. Mais il y a eu le grand dialogue national et d'ailleurs, dans son discours de prestation de serment, le président de la République a évoqué une sensibilisation des chefs traditionnels menée par les chefs traditionnels, les élites, les leaders communautaires, entre autres, ceux-là qui doivent aller discuter avec ces jeunes, avec ces groupes séparatistes, en essayant de les convaincre de déposer les armes. Est-ce que Patrick Assanga est en ligne? Non, on n'a pas Patrick Assanga. Oui, Claude. Oui, Patrick Assanga. Vous savez, oui, je vous ai bien écouté. Vous savez, j'étais au Grand Dialogue et j'ai travaillé dans la commission 8 qui était chargée de faire à ces enfants-là que nous avons appelés de sortir de la brousse revient à la raison. Et avec le feu Christian Cardinal Toumi, que son âme reste en paix, on a réussi à faire sortir certaines personnes et il y a des vagues qui ont suivi. C'est des petits avancées que nous avons eues et nous qui ont participé, malgré ça, qu'un des jugés, mais on a sauvé des vies. Et moi, je pense que l'Église catholique ou bien l'Église tout court, que ce soit catholique, protestant ou bien les religions ont des rôles à jouer parce que dans cette crise-là, entre les bandes armées, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des protestants de tous bords. Ils sont là-bas, ils ont les enfants. Donc, pour interpeller l'Église, je ne pense pas que c'est la bonne manière d'aller faire kidnapper et puis demander des rançons parce que je peux vous donner des confidences aujourd'hui. Quand les enfants qui avaient déposé des armes avant le grand dialogue et après le grand dialogue, beaucoup sont passés par l'Église. C'est pour ça que moi, sans être chrétien, je dis que l'Église, c'est une autorité morale. Et les derniers événements prouvent à suffisance que, comme le père Ludovic Lado vient de dire, on veut utiliser l'Église catholique comme un moyen de pression pour le gouvernement parce qu'on pense que l'Église catholique, ils peuvent relayer les informations et avec l'arrivée du pape, avec le nonce apostolique du Cameroun et la Guinée équatoriale,
il faut passer un message, il faut qu'ils sachent que quelque chose ne va pas. Et tout ça, c'est bien pensé, c'est bien ficelé par un groupe que je connais. Et c'est ce groupe-là, on a eu pour parler, pour qu'il vienne à la raison. Et le leader de ce groupe est actuellement en prison et en Norvège. Et puis, il y a ses collaborateurs qui sont en prison dans la ville aux États-Unis. Je pense que c'est la ville de Minnesota. Oui, c'est Minnesota où ils sont là-bas. Je crois que c'est Pascal Tuki et Bénédicte quoi. Donc, utiliser l'Église comme moyen de pression, ça a été toujours le cas. Il faut désacraliser toute autorité pour prouver que nous qui régnons, ça c'est la philosophie. Et derrière ces trucs-là, quand nous qui étudions la crise anglophone, qui sont les acteurs et qui sont de ces régions-là, nous comprenons tout cela et vous pouvez savoir que nous avons aussi des tentacules de gauche à droite. Mais je pense que cette affaire aura un effet boomerang parce que dans le Ngok Tunja, Bouy et Donga Mantoum, la majorité des personnes là-bas sont des chrétiens. Vous avez dû entendre qu'il y a des personnes qui sont parties là-bas pour négocier. Ils ont été retenus. Oui. Ça veut dire qu'on connaît où. Et libérés par la suite. Ça veut dire que, oui, on connaît les locations, on connaît qui ils sont. Donc, j'ai peur pour ces enfants-là, j'ai peur pour ces communautés-là, parce que ce n'est pas tout le monde qui serait content du fait qu'on est parti toucher des symboles, des symboles de la spiritualité christianique. Mais est-ce que ce ne serait donc pas, Patrick Assanga, est-ce que ce ne serait donc pas l'occasion pour ces leaders communautaires que le président de la République a interpellés dans son discours de prestation de serment, d'aller vers ceux-là qui ont kidnappé ces prêtres, les sensibiliser, les convaincre de déposer les armes? C'est possible? Écoutez, Claude, c'est possible, c'est faisable, mais je peux vous dire aujourd'hui, et moi avec beaucoup d'autorité, que ceux-là qui sont encore en brousse ne vont jamais vous donner les armes. Ils ont eu toute occasion. Ils sont là et comme les moyens, les leviers, ce qu'on appelle en anglais, le leverage, ils ne dépendent pas d'eux-mêmes. Parce qu'on les a dit que le jour où vous déposerez les armes, nous qui vous ont financé, nous n'avons plus la bouche. Nous existons parce que vous détenez des armes. C'est pour ça que cela existe. Vous avez compris ce qui s'est passé aujourd'hui à Fako. Il y a un garçon qui s'appelle Focus, qui a fait tuer des gens dans le sud-ouest, mais 3 jours plus tard, on l'a repéré et après avoir tué 4 personnes, et puis lui-même, on l'a pris vif parce que lui, il a essayé de fuir quand on a envoyé les images circulent dans les réseaux sociaux. Donc, c'est pour vous dire que quoi? Il y a des gens qui ne vont jamais déposer des armes pour 2 raisons. La première des raisons, c'est des ex-prisonniers de crimes graves qui ne se voient pas en train de retourner en prison. Et la deuxième raison, c'est des gens qui servent comme des moyens de pression de l'aide financière, qui sont ici en diaspora. Quand vous aurez fait cette analyse-là, vous allez comprendre que les gens vont se fatiguer, d'autres vont fuir, mais ça, qui vit parce qu'il détient les armes, il faut aussi savoir que c'est un business aussi. Ils demandent des rançons et ils ne demandent pas les 1 million, les 2 millions. Allez écouter les sommes faramineuses qu'ils demandent. Donc, c'est un business aussi pour eux. C'est une moyenne où ils utilisent pour les faire une santé économique et pour financer les trafics illicites
des armes et des munitions. Et pour continuer à exister. Donc vous estimez, il ne faut pas vous attendre que... Donc vous estimez, Patrick Assanga, que ces personnes ne vont pas déposer les armes. Mais Roland Sapi, le gouvernement a insisté. D'ailleurs, ça fait partie de ses préoccupations, des priorités du septennat du président de la République. Résoudre la crise anglophone, du moins mettre fin aux attaques, assassinats et tout le reste dans les régions du nord-est et du sud-ouest. Et le gouvernement compte s'appuyer sur ces personnes-là citées par le président de la République pour résoudre le conflit. Il y a donc ce cas du prêtre qui est toujours l'otage des groupes séparatistes. L'Église catholique, notamment l'archevêque de Bamenda, refuse de négocier. Le gouvernement, de l'autre côté, annonce qu'on va un peu plus négocier, d'où la sensibilisation dont le président de la République a parlé. C'est quand même deux approches. Actuellement, pour un problème comme celui-là où la vie d'un prêtre est en jeu, quelle option pourrait bien adopter le gouvernement ? Avant de parler de l'option que le gouvernement devrait adopter, il faut déjà noter que le message du président Paul Biya n'est pas tombé dans l'oreille des sourds, aussi bien du côté de ceux qui l'appellent à pouvoir sensibiliser, mais aussi de ceux-là justement qui sont les acteurs majeurs de cette crise. Comme ils ont compris que Paul Biya veut s'appuyer sur des relais locaux pour les toucher, c'est comme s'ils sont en train de réagir justement en attaquant ces relais locaux, en, d'une part, désacralisant l'autorité religieuse, qui est l'un des maillons essentiels dans la société pour pouvoir faire ce genre d'approche et de sensibilisation. Je rappelle que dans l'histoire du Cameroun, on a connu, avant la crise anglophone, l'une des principales guerres locales qu'on a connues, c'était la guerre d'indépendance. Et on a vu qu'effectivement, le pouvoir s'était appuyé sérieusement mais fortement sur les hommes d'église pour pouvoir essayer de toucher les leaders des revendications. Même si ça n'a pas toujours porté des fruits. C'est peut-être la même approche qui est en vue d'être utilisée pour celle-ci, sauf que cette fois, les gens qui sont en brousse estiment qu'ils ne vont pas leur donner l'occasion en les attaquant déjà. Un peu comme pour dire que si vous avez l'intention de venir discuter avec nous, sachez que vous n'êtes pas une voix qui est importante pour nous parce que nous savons pour qui vous roulez, un peu comme le père là le disait, nous savons pour qui vous roulez. Maintenant, par contre, ils peuvent se servir des prêtres pour passer leur message. C'est ce qu'ils sont en train de faire là justement. Et maintenant, l'attitude du gouvernement, c'est que si le pouvoir ne fait pas attention, tel que les choses sont en train de se passer, on risque d'arriver à une sectarisation de cette crise là-bas dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est-à-dire quoi? Si le gouvernement ne réagit pas déjà de manière ferme, et quand on dit de manière ferme, ce n'est pas forcément en faisant un raid militaire quelque part, mais en sortant même un communiqué pour condamner déjà l'enlèvement des prêtres. Si cela ne se fait pas, ce serait comme si on est en train de dire, OK, vous les prêtres, débrouillez-vous à ce que soit libéré l'un des vôtres qui a été enlevé. Et demain, ce sera peut-être les musulmans. On va leur dire, débrouillez-vous à libérer l'un des vôtres. Et ainsi de suite, chaque groupe va se sentir isolé là où il est et commencer à essayer de se battre seul. On va se retrouver dans, comme je disais, une situation où la société est fragmentée et chaque groupe social essayant de se mettre face à cette crise qui est à l'intérieur. Et ça, c'est la mauvaise chose à faire. En principe, le gouvernement devrait déjà prendre position tout de suite et ne pas laisser seulement l'Église, ou plutôt l'archevêque métropolitain prendre position. C'est-à-dire qu'à la suite de la sortie de l'archevêque, l'État devrait appuyer cela pour dire que nous sommes de tout cœur avec vous. On compatit non seulement avec l'Église catholique, mais en plus, nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qui est en train de se passer parce que ce n'est pas parce que c'est un prêtre qui a été enlevé que ça devrait faire plus mal que si ça avait été un civil, comme ça a souvent été le cas. Bon, mais qui enlève un prêtre s'attaque directement à l'Église. Donc on ne peut pas minimiser ou simplifier le nombre. Et justement, je n'ai pas dit ça. Oui. J'ai pas dit ça. Mais l'État, lui, se trouve maintenant face à une situation où les personnes sur lesquelles il pensait pouvoir s'appuyer sont désormais des cibles principales. Et là, il y a une question de fond. Est-ce que l'État lui-même
est en mesure d'avoir une réaction qui compte maintenant, quand on sait très bien que par le passé, à part l'Église, les agents de l'État même les représentants du président de la République ont été kidnappés et on n'a pas vu que l'État s'était vraiment ému outre mesure. Que ça, on a eu l'impression que cela a été abandonné à eux-mêmes. On a vu l'épouse d'un sous-préfet en larmes en train de demander à l'État de faire quelque chose pour la libération de son mari, ce qui n'a jamais été le cas. Donc, Père Lado disait tantôt que... son mari qui a été libéré, si c'est pour... Évidemment. Père Lado disait tantôt que le gros problème qui se pose là maintenant, c'est que l'État devrait songer à affronter le problème. Le mot est suffisamment fort, mais suffisamment doux pour ne pas laisser des confusions. Quand on parle d'affronter, il ne s'agit pas forcément d'affronter par la force. Il suffit effectivement de lever la tête, regarder les gens les yeux dans les yeux et pouvoir s'attaquer de front au problème. Pas forcément par la force, ou plutôt par la force des arguments et du dialogue, parce que c'est aussi une force. Quand on parle de force, il ne faut pas seulement voir les armes derrière, il ne faut pas seulement voir les hommes en tenue autres, il faut voir également qu'il y a la force de la diplomatie. Malheureusement, c'est une force qui a jusqu'ici été négligée, parce que je peux vous dire, partout dans le monde où il y a eu des prises d'otages, même si publiquement les gouvernants des différents pays concernés par ces kidnappings disent qu'ils ne peuvent pas négocier avec les terroristes. Les terroristes, oui. En sous-marin, des démarches se sont faites, mais de manière plus sérieuse. Et la plupart du temps, on arrive à libérer des otages davantage par des négociations souterraines que par une intervention de force. Est-ce que jusqu'ici, le pouvoir a privilégié ce cas-là? Je pense que c'est le moment. Et on peut s'appuyer sur le discours du président de la République qui dit qu'il va s'appuyer sur qu'il va utiliser les relais locaux pour y arriver. Mais évidemment, la dernière fois, on a discuté sur ce sujet-là, ici, sur le plateau, en se posant la question, est-ce que justement ces relais locaux ont encore suffisamment de crédibilité, ont suffisamment de confiance auprès de ces population même compatriotes, déjà pour pouvoir servir de relais. Est-ce que leur parole compte encore? Parce que beaucoup ont soutenu ouvertement tout à fait, le président sortant, le régime en place, et tout pendant ça, la dernière élection. Les chefs traditionnels, la plupart sont partis. Ceux qui sont restés ont été victimes de telle ou telle chose. Donc, ce n'est pas évident aujourd'hui. Donc, il est question, comme dit Père Lado, d'affronter la situation, d'affronter de la manière la plus efficace possible. Et nous sommes tous d'accord que depuis 7-8 ans que cette crise existe, ce n'est pas la force militaire qui a payé, c'est davantage autre méthode qui va pouvoir essayer maintenant. Père Ludovic Lado, l'archevêque de Bamenda demande aux chrétiens de prier. Il demande aux chrétiens de dire des prières, notamment celles de Saint Michel Archange. Est-ce que la prière va faire en sorte qu'on obtienne la libération de ce prêtre-là? Écoutez, Claude, la première arme du chrétien, c'est la prière. Donc, ce n'est pas moi qui vais de toute façon contredire l'archevêque là-dessus. La première arme du chrétien dans tout combat, dans toute difficulté, c'est la prière. Mais j'évite de faire de la prière un refuge pour ceux qui évitent de s'engager. Permettez-moi de revenir sur un certain nombre de choses très récentes. Aujourd'hui, l'archevêque de Bamenda part parce qu'on a enlevé un prêtre ou des prêtres, on en a libéré quelques-uns. En fait, il y a un qui reste en captivité et je prie vraiment, et je prie qu'il soit libéré, qu'il soit sain et sauf parce que la vie humaine est sacrée. Mais n'oublions pas longtemps, on a tué un député dans cette zone. C'était certes un député RDPC. Quelques jours après l'élection. Oui, là, ça n'a aucune importance, sa coloration politique. Je n'ai pas entendu l'Église faire un communiqué là-dessus.
C'est ça qui me, en fait, c'est ça qui m'écoeure. C'est M. Abbé Michael, que son âme repose en paix. Les terroristes, en fait, je ne sais pas quelle cause ils défendent, ils l'ont kidnappé immédiatement après, en fait, quelques temps après, ils l'ont tué. L'Église n'a rien dit. Ce n'est pas une vie humaine. Non, mais, en fait, c'est pour cela que je dis, quand on se prête à ce jeu, eh bien, on nous accuse comme Église de compassion sélective. Vous voyez? Et donc, et à côté de cela, il est mort dans quelles conditions, dans quel environnement? On fait des élections dans un pays, on sait que toutes ces élections ont été truquées. À Bamenda, on donne Paul Biya vainqueur de plus de 80%. Mais vous voulez que ces gars accueillent ça dans quel état d'esprit? Non, mais c'est à la suite de... Et moi, ce qui m'écoeure, c'est que le patron du RDPC pour la commission électorale, en fait, pour la commission si vous voulez, de la campagne dans la zone, c'était l'ancien Premier ministre, Philemon Yang, qui venait d'occuper la présidence à l'ONU. Pendant un an. Mais vous allez, il revient et il va présider la campagne électorale dans le Nord-Ouest, où on fabrique des résultats. Et lui, il ne dit rien. Vous voulez qu'on respecte le Cameroun au niveau international? Et donc, finalement, quand on enlève un député du RDPC, on le tue, l'Église ne dit rien. Après, on tue un prêtre, on fait un gros communiqué, et on menace de marcher. On menace, en fait, on appelle à la prière. Pourquoi ne voulez-vous pas qu'on parle de compassion collective? Je voudrais ajouter ceci. Le chef de l'État, qui, à mon avis, n'est plus un chef légitime puisqu'il a perdu les élections, dans son discours, en appelle aux chefs traditionnels et probablement aux religieux pour qu'ils n'est-ce pas, pour qu'ils invitent les communautés à la paix. Mais quel chef de communauté va inviter à la paix en sachant que les élections ont été truquées? Les chefs traditionnels n'ont plus le respect des populations parce qu'on les considère comme étant des petites mains de la dictature. Et certains évêques n'échappent pas à ce type de considération. Je voudrais terminer je voudrais finalement dire que il faut reconnaître sans détour que le régime Biya a échoué à résoudre le problème anglophone. Aujourd'hui, des milliers de civils sont morts. Dieu seul sait combien exactement. Près de 1800, on va à 2000 soldats sont morts. Alors qu'on aurait pu mettre sur la table la question du fédéralisme, qui fait partie de l'histoire du Cameroun. Et ça, le fédéralisme n'avait tué personne. Et donc, penser que le régime actuel détient la clé de la résolution à la crise, bon, peut-être qu'il faut croire au miracle, mais si en 9-10 ans, puisque cette crise a commencé en 2016, ils n'ont pas pu résoudre cette crise, c'est qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire. Tout ce qui les intéresse. Et pour moi, c'est ça mon sentiment à propos du régime en place. C'est se mettre plein les poches, mettre les enfants à l'ENAM et préparer la prochaine génération qui va gouverner et dominer les Camerounais, les pauvres Camerounais qui sont descendus dans la rue après le 12 octobre et se sont fait tuer par les balles des militaires. Si on s'appuie... Oui, Père Ludovic. Je vous ai... Ce que je voulais dire, c'est que si on s'appuie sur le discours du président de la République, il a bien montré qu'il veut absolument résoudre le problème anglophone. Oui, depuis 9 ans, madame. Mais qu'est-ce qui l'empêche de résoudre ce problème depuis 9 ans? Monsieur Padi a parlé si vous voulez, de la conférence qu'il y a eu à Yaoundé, à laquelle il a participé. Le grand dialogue national.
Oui, le grand dialogue national, où il a été question d'un statut particulier pour la zone anglophone. Où en est-on avec ce statut particulier aujourd'hui? Je crois qu'il faut qu'on respecte les peuples, qu'on respecte la vie humaine, qu'on se respecte. Vous voyez? Et je pense que c'est là qu'on pêche tous parce que le Cameroun aujourd'hui est de... Moi, je suis par grâce aujourd'hui pour une année à Harvard University. J'ai eu du mal à expliquer à mes collègues ce qui se passe au Cameroun. Comment pouvez-vous expliquer aux hommes sensés qu'un homme de 92 ans a obtenu un nouveau mandat au Cameroun et prêt pour cette autre année? Comment vous expliquez ça à des hommes qui réfléchissent? C'est peut-être difficile à expliquer, mais c'est lui le président de la République, Père Ludovic Lado. Oui, mais président de la République, si on l'avait au moins voté. Moi, j'ai toujours dit, et encore une fois, je reviens à l'Église. Monseigneur Nkea, qui est le président de la conférence épiscopale, et qui est l'archevêque justement de Bamenda, il a fait une lettre après les élections, dans laquelle il reconnaît que l'Église a observé les élections dans au moins 12 000 et plus bureaux. C'est au moins 40% des bureaux de vote. Qu'est-ce qui empêche l'Église de publier les résultats qu'ils ont eus dans ces bureaux de vote? Puisque le Cameroun aujourd'hui est divisé par la question de la légitimité de Paul Biya, qui a prêté serment et dont beaucoup doutent de la légitimité, même s'il a la légalité. Mais à quoi serviraient ces résultats qui pourraient être publiés par l'Église catholique, puisque le président de la République a pris fonction et d'ailleurs a amorcé son 8e mandat le 6 novembre dernier? Actuellement, Père Ludovic Lado, et là, je voudrais introduire Patrick Assanga. La priorité, c'est d'abord la libération de ce prêtre, le prêtre Tata. Comment faire pour obtenir sa libération, Patrick Assanga, au regard de ce que vous savez du problème anglophone, au regard de ce que veulent les séparatistes qui ont orchestré son enlèvement? Le message, il est passé. Oui, Claude et Roland et mon père Ludovic, je pense que le père Tata va être libéré. Parce que il faut comprendre la psychologie de ce citoyen-là qui vit dans cet endroit. Je vous ai tantôt dit que c'est une erreur grave qui peut être même fatale pour des gens qui détiennent encore ces hommes d'église. Et chaque fois où il commet ce genre, parce qu'ils ne sont pas tombés du ciel, chaque fois qu'ils exagèrent, il y a des conséquences qui ne viennent même pas directement de l'armée qui va aller attaquer un camp ou d'autre, mais c'est les réactions de la population, parce que ces gens-là, ils sont connus, c'est des enfants qui ont vécu dans ces environnements-là. Donc, moi, je prends la position officielle de Nkea, que je sois chrétien ou pas. Je ne suis pas parmi ceux-là qui demandent qu'on paye des rançons, mais tel que je connais des choses, ça va être fatal pour le survivant, pour le suivi de ce groupe-là qui ont kidnappé ce prélat-là, pour si quelque chose de très grave les arrive. Moi, je pense qu'à un moment, ils vont se désolidariser des commanditaires qui viennent passer. Vous connaissez le discours qui vient de la diaspora. Et le message fort qui vient d'habitude de mes amis qui se sont radicalisés, c'est de ôter la vie. Mais je ne pense pas que ces enfants-là, pour les suivis, vont aller jusqu'à cette pression-là. Vous comprenez maintenant l'effet boomerang. Vous savez pourquoi ils ont libéré les autres et gardé une seule personne? Quand on prend les gens en otage, quand j'ai causé avec ces gens-là,
c'est très, très difficile de marcher avec 5 otages. C'est plus facile de marcher avec un otage. Vous savez pourquoi ils étaient 7 on au avait départ. tué... Oui. Vous savez pourquoi on avait tué les délégués d'Indian? C'est parce qu'ils étaient nombreux. Et c'était très difficile de se déplacer tout le temps avec eux. Les vidéos en parlent. Il y a des révélations. Donc, il y a ce mode opérandi-là. Moi, je suis positif et je suis sûr que pour le suivi de ce groupe qui détient et qu'on connaît, puisque quand les prêtres sont partis là-bas pour négocier, ils ont été pris, c'est qu'on connaît là où ils sont. Et pour les suivis, ce n'est que la patience. Moi, j'ai dit, faire appel aux aides et faire parler la communauté, parce que moi, je ne suis pas parmi ces anglophones-là qui veulent créer les prémices, qui disent qu'il faut payer des rançons pour des causes politiques. Si vous prenez des armes, vous dites que votre cible, c'est l'armée, vous connaissez où se trouve l'armée. Si vous dites que votre cible, c'est la police, vous connaissez votre cible, c'est la police. Vous n'avez pas à faire dans les conglomérats civils, vous n'avez pas à faire dans les routes, racketter les gens et toutes ces choses-là. Vous n'avez rien à faire avec les hommes de l'Église, avec nos chefs traditionnels. Vous avez défini votre combat et sans l'aval de quiconque. Et je pense que dans les prochains jours, vu la pression qui monte, parce que parfois, vous voulez faire parler de vous, mais ça tombe sur vos yeux. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Parce que vous en parlez, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les hommes kidnappés. Le pape a parlé, ce n'est pas une bonne nouvelle. Les médias internationaux parlent, ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc, c'est l'effet inverse qui est en train de se produire à ce qui concerne le kidnapping de ces hommes d'église. Que je sois chrétien ou pas, je ne suis pas chrétien, mais je dis que c'est les Africains, ils ont une influence, ils sont une autorité morale et on n'a pas à les toucher. Et tant que vous continuez à parler de cette affaire, c'est une moyen de pression et ils seront libérés. Mais si personne n'en parlait, ça devait être une histoire de négociation, back, comme ça a toujours été le cas, et l'argent va être versé et puis oui. Personne n'en parle. Comme vous venez de parler, on ne parle pas du cas de Michael. Il y a beaucoup de cas qu'on n'a pas parlé. Donc, allez comprendre que comme vous là, c'est vous qui participez aujourd'hui à mettre les pressions avec les éléments, avec les gens, même les commanditaires, qui sachent que comme ils commanditent les kidnappings à partir de les zones de confort, comme moi je suis resté en Allemagne, il y aura des conséquences. Les conséquences sont déjà tombées. Donc, comprenez qu'ils vont rentrer, le père Tata va rentrer sain et sauf. Moi, je suis les paiements de rançon et même si on kidnappe quelqu'un de ma famille à cause de mes prises de position contre la séparation du Cameroun, faites de lui ce que vous voulez, mais je ne paierai aucun rançon à quiconque. Et c'est d'ailleurs ce que... Il ne parle pas à mon nom. Et c'est d'ailleurs ce même discours que tient l'archevêque de Bamenda. Il a d'ailleurs dit que l'Église ne paie pas de rançon. Mais Roland Sapission, on s'arrête un peu sur... Claude, vous devez comprendre que l'archevêque de Bamenda, Bishop Andrew Kea, fait partie de ce collège de l'anglophone conference qui existe toujours. Et nous exigeons qu'il faut que les anglophones s'asseyent pour parler. Parce que ce prélat qu'on a kidnappé, il ne tombe pas du ciel. C'est des anglophones. Et ils ont droit à leurs opinions. Qu'ils soient d'accord avec eux ou pas, ce n'est pas ça. Personne a mandaté quiconque. Il faut que toutes les bords. Moi, j'aimerais un jour m'asseoir devant Paul Atanganji, comme il dit qu'il est ministre de l'administration territoriale. Il a dit qu'il n'y avait pas les problèmes anglophones. J'aimerais demander à Philemon Yang, j'aimerais demander à tous ces anglophones-là, parce qu'ils sont aussi des anglophones. Moi, je suis fédéraliste. Il y a des gens qui pensent autrement. Donc,
nous pensons que le moment est venu pour que les anglophones commencent à parler entre eux-mêmes et à commencer à se pardonner pour qu'on arrive à un fin à ces trucs-là. Parce que finalement, on a compris que ça n'a qu'à servir au régime de perdurer au pouvoir et sur le fallacieux prétexte qu'il y a une crise anglophone. C'est noté, Patrick C'est noté, Patrick Assanga, Roland Sapi. On va sortir l'émission dans 5 minutes. Après vous, on ira prendre le père Ludovic Lado. Il y a donc la sortie de l'évêque, et d'ailleurs c'est la seule, puisque le gouvernement jusqu'à présent n'a pas réagi. Peut-être d'ici là, le prêtre sera libéré, mais quand on reparcourt le communiqué de l'archevêque de Bamenda, il est suffisamment dur envers les ravisseurs du père Tata. Il ne compte pas céder à la pression, il ne compte pas payer la rançon demandée. Est-ce que ce communiqué tel qu'on l'a vu, ou cette position ouverte de l'Église catholique ne peut pas avoir des conséquences tant sur peut-être la vie du prêtre ou sur la vie des prêtres de manière générale dans cette partie du pays, le Nord-Ouest? Oui. Je disais, il y a toujours un risque, quelle que soit la position qu'on prend. Toujours est-il que dans le cas d'espèce, la position du prêtre, de l'archevêque, je vais dire, sa position, c'est une position de fermeté, certes, qui veut dire à ceux qui ont kidnappé que qu'on n'est pas prêt à lâcher ou bien à céder à votre chantage. Mais c'est une question c'est une guerre de nerfs en réalité à ce moment-ci. Parce que autant il est en train de parler avec fermeté, autant de l'autre côté, les autres vont dire effectivement, donc c'est comme ça qu'il nous répond. Et ça peut effectivement arriver à un glissement vers quelque chose qu'on n'aurait pas souhaité, comme on peut le craindre. Je crois que, comme le temps nous tient à la gorge, qu'il faut tout simplement que le président Biya donne du sens à ce qu'il a dit dans son discours. Et qu'il démontre qu'il est préoccupé par cette crise anglophone. En faisant quoi exactement? Nous sommes déjà à la fin du mois, donc presque à 15 jours, 20 bientôt, de la prestation du serment. Je pense que l'une des choses qu'il aurait dû faire de manière urgente, c'est de réfléchir à ce qu'on résolve cette crise anglophone. En quoi faisant? Par le passé, dans des situations similaires, comme je faisais allusion à la guerre d'indépendance, dans les régions du Onkam, on a réussi à résoudre un problème pareil en désignant un certain Jean Bouendé qui était une des personnes qui bénéficiaient de la crédibilité au sein de l'opinion pour aller discuter avec eux. Et on a réussi à taire les querelles, je peux le dire ainsi, dans cette zone en utilisant un homme qui, auprès des populations, servait de relais. Qu'est-ce qui empêche à M. Biya aujourd'hui de voir autour de lui, dans son gouvernement, je ne sais pas, ou dans la société civile et n'importe qui, remanier un gouvernement et mettre à la place je veux dire, c'est pas un poste ministériel, quelqu'un à qui il sera simplement mandaté la mission d'aller discuter pour cette crise et trouver une solution. Quelqu'un qu'on estime crédible auprès de ces populations. Ça, c'est l'une des choses qui pouvait être faite, c'est-à-dire qu'un remaniement urgent en mettant des priorités sur des questions précises à résoudre. On trouve qui? Je suis sûr qu'au Cameroun, on aurait trouvé quelqu'un qui peut être en position gouvernementale de négocier avec des gens et qui aurait une voix qui porte davantage que ceux qui sont encore là. Parce qu'il faut le dire, tous ceux qui sont là maintenant, que ce soit dans le gouvernement ou bien que ce soit des démembrements détachés de l'administration, ont déjà perdu en crédibilité. Depuis 7 ans, comme disait Père Lado, depuis 9 ans qu'on essaie de résoudre cette crise avec les mêmes personnes, ça ne bouge pas. Et effectivement, on ne peut pas faire la même chose tous les jours, s'attendre à des résultats différents. Il est peut-être temps de trouver de nouveaux hommes. Voir des stratégies. De nouveaux hommes. Et le président Biya est en position de pouvoir le faire pour s'attaquer, ou plutôt pour affronter le problème comme nous souhaitons, de manière plus efficace. Père Ludovic Lado, avant la résolution du problème anglophone, il faut absolument que le père
Tata soit libéré. Il y a ce délai fixé par Monseigneur Ando Kea. Si d'ici le 28 novembre, le prêtre n'est pas libéré, les écoles seront fermées, les églises également, plus de messes. Quels effets cela aura sur la gestion de ce cas précis? Est-ce que ça arrivera à faire pression sur les séparatistes? Bien, en fait, encore une fois, je pense que de la part de l'évêque de Bamenda, c'est un coup de génie, parce que là, il fait appel, encore une fois, à la mobilisation des communautés locales pour s'assurer que, eh bien, ce sont vos enfants, parlez-leur, et puis ils vont finalement libérer ce prêt qu'ils détiennent. On a vu ça, c'est pas nouveau, hein, on a vu ça à Manfé aussi, où effectivement, on avait menacé de faire les paroisses, de tout. Et puis finalement, le prêtre a été libéré. Mais je voudrais dire une chose. Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, très rapidement. Je voudrais dire une chose. Toutes les rébellions ont un niveau d'ensauvagement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui kidnappent, tuent, n'ont probablement plus rien à voir avec la cause anglophone. Et ça, il faut le reconnaître. Et ont besoin de l'argent, puisqu'il y a une économie de guerre autour d'un tel désordre, d'un tel chaos. Et nous prions, parce que la prière pour nous, chrétiens, est l'arme fatale. On espère que quelque part, ça peut toucher le cœur des kidnappeurs. Donc, on prie pour que ce prêtre soit libéré. Mais encore une fois, au-delà de la libération de ce prêtre, il faudrait que l'Église qui est dans la zone anglophone, même si je sais qu'elle a fait beaucoup au début de cette crise, puisque n'oublions pas que les évêques anglophones avaient fait un référendum qu'ils ont envoyé à M. Biya, et ils ont même cherché à le rencontrer pour être médiateur. Et Biya ne les a jamais reçus. Eh bien, donc, on ne peut pas dire qu'ils n'ont rien fait. Peut-être qu'ils se sont résignés, mais je pense qu'il faut continuer, n'est-ce pas, Un problème de connexion avec le père Ludovic Lado qu'on a malheureusement perdu. Père Ludovic Lado. Merci Père Ludovic Lado. Merci d'avoir accepté de participer aux échanges de ce soir. Merci également à Patrick Asanga qui réagissait depuis l'Allemagne, le père Ludovic Lado depuis les États-Unis. Merci Roland Tapi. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Pour sortir, retour sur la nuit des étoiles, une constellation de cadeaux. C'est une fin d'année incroyable qu'offre MTN Cameroun à ses millions de clients et partenaires. Des cadeaux, on n'en plus finir pour se rappeler les 25 années de fidélité et de présence sur le sol camerounais. Retour sur cette nuit magique étoilé dans cet élément que je vous invite à suivre tout en vous souhaitant une excellente fin de soirée en compagnie de nos programmes. Magique, féerique, c'est un véritable rêve éveillé qu'ont vécu les invités de MTN Cameroun lors de la nuit des étoiles. Le 19 novembre dernier, au Best Western Hotel, le rêve est devenu réalité pour les millions de clients de MTN Cameroun qui en redemandent toujours plus au numéro 1 des compagnies de téléphonie mobile au Cameroun. Une campagne de fin d'année. Passé, nous avons fait des campagnes où nous avons offert des voitures, nous avons offert des cash, où nous avons offert des tricycles, nous avons offert des terrains, nous avons offert des maisons et nous avons offert des bonus imbattables. Alors, comment on fait pour gagner? C'est très simple. Faites vos transactions habituelles. Achetez un forfait d'au moins 237 francs. Achetez ou faites une transaction mobile money d'au moins 5237 francs. Ou alors, simplement remboursez votre prêt MTN Momo Help. Ou alors, souscrivez au service MTN Momo Help. Et vous avez l'opportunité d'être parmi ces millionnaires qui vont gagner aujourd'hui ces lots magnifiques que MTN a mis pour vous, pour nous. Célébrons ensemble. Bon voyage, super voyage pour
gagnants qui vont vivre la CAN avec notre équipe nationale. Merci beaucoup. Cette année, MTN Cameroun va aller encore plus loin, promet-elle. Mais cette année particulièrement, nous avons voulu ajouter des choses qu'on n'a pas eu à faire par le passé. Parmi ces choses-là, il y a des motos. Donc nous allons offrir des motos et nous allons également offrir, attention, un bus. Donc il y aura 10 gagnants de bus. On va dire, de près de 30 places. Donc ce sont des bus qui vont permettre aux Camerounais, aux heureux gagnants, de vraiment commencer un business, qui va changer leur vie. Conscient des enjeux de connectivité dans un monde où Internet a pris une place importante dans la vie des populations, MTN Cameroun déclenche l'assurance vie Internet. Et nous offrons également cette année de l'Internet à vie. On va dire qu'il y aura 91 personnes qui vont gagner, qui seront des heureux gagnants de Internet à vie. Internet à vie, ça veut dire que tu es connecté en tout temps. Ça veut dire que MTN, comme je le disais tantôt dans notre mission, va te permettre d'être connecté et de pouvoir faire des tas de choses. Avec MTN Cameroun, l'horizon 2026 est au-delà des espérances. Pour les gagnants qui vont vivre